Le plus dur a été fait, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un Barça convaincant? Non. Non, parce que plusieurs joueurs n'ont pas répondu présent, plusieurs joueurs n'ont pas été convaincants, ni assez impliqués, ni assez concentrés. Il y a quand même des défauts dans ce match, malgré que le plus important a été fait, parce que le Barça se devait de rebondir. On n'avait pas le droit à l'erreur, sous peine de déclencher une énorme crise sportivement parlant, et même financièrement parlant, vu qu'on est à Barcelone. Les deux se seraient rencontrés en fin de compte si défaite il y avait eu. Finalement, ça s'est bien passé. Le Barça gagne son match. Je ne dis pas que tout est à mettre à la poubelle. Je dis juste que c'est pas avec ce match qu'on va se rassurer pour l'avenir. Voilà, toute proportion gardée, bien évidemment. On a vu des bonnes choses, des joueurs exceptionnels et je suis bien content qu'ils soient de retour de blessure. Non, je ne parle pas de Olmo et son entrée catastrophique. Évidemment, je parle des joueurs comme Fermin, quand il était blessé, on voyait qu'il manquait ce petit truc, cette petite magie. Le gars, il rentre, il joue ses actions tout le temps à 2000%, n'importe quel ballon. Il a la finesse technique, il est finisseur, il sait faire la passe au bon moment. Il a énormément de qualité pour le football moderne. Et ce n'est pas Olmo et son retour de blessure. Je ne vais pas l'attaquer d'entrée de jeu alors qu'il revient de blessure. Je vais le laisser tranquille parce que même lorsqu'il est avec nous durant plusieurs mois, il n'est pas convaincant. Alors imaginez lorsqu'il revient de blessure. Vous imaginez, là, il est à des années-lumière de vouloir jouer au ballon. Je ne vais pas l'attaquer. Je vais juste faire une parenthèse quand même sur lui et son entrée que j'ai trouvée inutile. En fait, il est rentré, c'est comme s'il n'était pas rentré. C'est pour ça que je dis qu'on ne va pas en parler. Juste, Tchèque Fabregas, il y a quelques jours, a fait une déclaration dans ce sens-là, des numéros 10 qui ne trouvent plus leur place dans le nouveau schéma de jeu des entraîneurs, dans la nouvelle manière de jouer assez robotique, où tout est calculé au kilomètre près. Maintenant, les joueurs, ils jouent avec des puces sur eux pour voir combien ils ont couru sur un terrain et à l'entraînement, à quel point ils se sont dépensés, quels kilomètres ils ont effectués. C'est devenu un football très robotisé. Moi, ça m'a lassé. Maintenant, il est tel qu'il est. On est obligé de faire avec. Personnellement, on n'a pas toqué chez moi pour me demander mon avis. Est-ce qu'on garde le Joga Bonito de l'époque où les joueurs créatifs étaient beaucoup plus mis en avant ou est-ce qu'on passe à un football plus robotisé, je te la donne, tu me la donnes, on recule en bloc, on avance en bloc, on comble les brèches, les espaces. Moi, on m'a pas demandé mon avis, sinon évidemment que j'aurais dit gardez-nous le football d'avant, gardez-nous le football où les numéros 10 c'était les métronomes du terrain, ils savaient tout faire sur un terrain de football, ils t'en mettaient plein les yeux. Olmo dans un football d'avant, je te dirais oui. Olmo dans le football moderne, je ne le vois absolument pas faire de grandes choses à Barcelone. Je peux me tromper évidemment, mais je ne pense pas me tromper. Voilà, pour être honnête, Olmo dans le nouveau football qui demande de répéter les efforts, les appels de balle en profondeur, de venir défendre les coéquipiers, parce que oui, dans le football moderne, même le numéro 9 se doit d'être le premier défenseur. Là où à l'époque, pour qu'un numéro 9 défende, fallait se lever de bonne heure pour voir ça. Il était là, c'était un renard des surfaces, il jouait les coups en attaque à 100%, et puis ensuite il se reposait un peu. Là maintenant, non. Ton premier défenseur, c'est Lewandowski, c'est Ferran Torres, c'est le numéro 9, le premier. Donc le numéro 10 ne va pas esquiver ce travail défensif à effectuer. Sauf que Olmo, il n'a pas la carrure, il n'a pas le coffre physique pour ça. Moi, je le vois. Le gars, il fait 2-3 efforts, il est essoufflé. Même lorsqu'il a un ballon facile dans de bonnes conditions, il finit par en faire du n'importe quoi. Demandez-moi pourquoi. Je vous dirais tout simplement qu'il n'a plus de lucidité, que les 2-3 efforts qu'il avait fait avant de recevoir ce bon ballon, il en cramé. Ça veut dire qu'il a plus de lucidité. Il est là, qu'est-ce que je fais? Alors que si on était encore dans ce fameux football du passé, Olmo, il reçoit le ballon, il fait parler sa créativité, il en aurait mis plus d'un, d'accord, parce que le talent, il a. Il est très très fort comme joueur en termes de qualité intrinsèque. Moi, je trouve qu'il ne colle juste pas aux plus grandes équipes dans leur manière de jouer. Ça serait pareil dans un City, peut-être à moindre coût que ce Barça actuel, parce que City garde beaucoup le ballon. Olmo, il lui faut une équipe qui garde beaucoup le ballon, et à chaque fois que le Barça a le pied sur le ballon, il peut être intéressant, mais pas non plus convaincant à 100%. Il aura toujours ce défaut du coffre physique. Il ne peut pas garder sa lucidité après un nombre d'efforts répétés. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il est fatigué trop rapidement. Il n'a pas trop envie de se dépasser ou il ne peut tout simplement pas. Moi, je pense qu'il ne peut pas. Je pense pas que c'est un manque d'envie parce que le joueur a l'air, mine de rien, professionnel. Il a l'air de vouloir faire bien les choses, mais c'est malgré lui. Il a le corps d'une tata de 55 ans. C'est malgré lui. Il est maigre en étant gros. C'est la première fois que je vois ça, moi, je vous l'ai dit. C'est la première fois que je vois un physique d'un gars qui est maigre. Il enlève son t-shirt, il doit avoir les abdos et tout, j'en doute pas. Abdos, pecs, bras, il doit être hyper tracé, hyper clean. Mais on dirait une boule.
quand même, allez m'expliquer ça. Voilà, faisant des recherches scientifiques sur lui, comment ça se fait qu'on dirait il est lourd, on dirait il a des cailloux dans les chaussures, il joue avec les poches pleines de pierres, je sais pas, il est lourd, il est lourd. Bref, je vais clôturer cette session sur Olmo et revenir un peu sur l'essentiel du match, car lui, il revient de blessure. Je voulais juste faire ce parallèle avec la déclaration de Cesc Fabregas qui disait que les numéros 10 ne trouvaient pas leur place. C'est un fait, c'est un football qui demande beaucoup moins de joueur frisson, joueur créatif. Tu lui laisses la liberté de faire ce qu'il veut du ballon. Maintenant, non. Il a le ballon. Eh, écoute, il y a une brèche là-bas, il faut y aller. Il n'y a pas de tu nous crées, je ne sais quoi, tu tentes, non, non, tu tentes rien du tout. C'est l'équilibre du match avant tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant, parlons de ceux qui ont bien joué. De Jong, j'ai beaucoup aimé. Ah, j'ai apprécié le match de Jong. Lui, dans les efforts répétés, il arrive à garder toujours une lucidité. Il a été, ma foi, très très bon durant ce match. On ne va pas non plus faire toutes les individualités, juste certains noms comme ça qui me viennent à l'esprit. Rashford aussi, beaucoup critiqué. Je ne trouve pas qu'il fait un match exceptionnel, pour autant Rashford a la vérité. Mais quand je vois beaucoup lui tomber dessus, je trouve que c'est dur. Non, c'est dur parce que dans un monde où tu n'as pas Rafinha, comme à l'heure actuelle dans le contexte de Barcelone, avec la blessure de Rafinha, imaginez s'il n'y avait pas Rashford. Non, moi je vous laisse imaginer, parce que je vois certains nous dire oui, il mérite pas, ça nous parle déjà de la clause de 30 millions dans 5 ans, là, c'est bon, respirez les gars, c'est dans 18 ans. On peut un peu voir l'évolution des choses et après parler d'achat, pas d'achat, de le remplacer. Tranquille, c'est pas terminé, il commence pas de la pire des manières, ça aurait pu être beaucoup plus pire, au moins il a les stats pour lui. C'est vrai que dans l'effort, et lui aussi le fait de répéter les efforts, le fait d'être précis techniquement aussi, des fois, voilà, Tech, quand il déclare qu'à l'entraînement il a un pied droit magique et que s'il le mettait en pratique lors des matchs officiels, on serait tous choqués, on l'attend. Non, on l'attend. Après, ceci dit, il ne faut pas non plus tout mettre à la poubelle. Ça parle de lui comme le grand méchant qui ne mérite pas 30 millions, soulever la clause, je sais pas quoi. Il a les stats pour lui, il a des matchs références pour lui. Balle au pied, c'est pas le plus dégueulasse. C'est vrai que dans les efforts pour revenir défendre, des fois on peut remarquer qu'il fait un peu semblant, mais c'est pas le plus dégueulasse. Donc s'il vous plaît, pour moi, la Zumba autour de Rashford, c'est beaucoup trop tôt pour en tirer quoi que ce soit, et c'est beaucoup trop tôt pour dire que c'est lui la plaie de Barcelone. Pas du tout. Pas du tout, parce que moi je m'imagine Barcelone sans lui à l'heure actuelle. Sans Rafinha blessé et sans Rashford qui aurait rejoint Barcelone. Ah non, mais dites-moi, allez-y, imaginez qui aurait joué à gauche. Qui? Ferran Torres et sa technique qui est à revoir. Lewandowski, lorsqu'il se blesse, Ferran, il est obligé d'aller en numéro 9. Qui aurait joué à gauche? Parfois, il faut juste essayer de se projeter pour comprendre que Rashford fait, mine de rien, beaucoup de bien à ce FC Barcelone et les stats sont là. Même si vous pouvez me dire que le contenu, c'est pas le meilleur, il a du bon contenu selon moi, des bonnes stats. Le contenu, il peut largement faire plus pour un club comme le FC Barcelone et un joueur comme Rashford, on le sait qu'il est capable de mieux faire, mais ce n'est pas le pire. Moi, je suis quand même satisfait, on va dire, de ce qu'il propose en l'absence de Rafinha. Il y a des matchs où je lui en voulais plus que d'autres. Je parle là en général depuis le début de la saison. C'est pas non plus catastrophique. J'aimerais aller sur son voisin là en face, de l'autre côté, Lamine Yamal. Il commence le match très très bien avec un joli but, etc. Un beau dribble dès le début du match, première minute, deuxième minute. Il enclenche la défense de Elche comme du n'importe quoi. C'était super, mais plus le match avançait, plus c'était vraiment Yamal. Il était très très mou, inexistant. Lorsqu'il avait le ballon, il en faisait pas bon usage. Il râlait beaucoup lorsqu'on lui donnait pas le ballon. Bon, des fois, il aurait fallu lui donner. Koundé qui fait un rush là et qui écarte sur Rashford alors qu'il y a Yamal qui fait un effort monstrueux pour le suivre. Il y a des fois où je comprends qu'il râle. C'est dans l'esprit du jeu. Voilà, t'attendais à recevoir le ballon, tu ne le reçois pas, tu t'énerves. Mais des fois, faut pas râler à toutes les actions. Il y a d'autres joueurs, vous êtes 10 sur le terrain, sans compter le gardien évidemment, vous êtes 10, normal que les autres y jouent, il y a d'autres opportunités. Le joueur qui a le ballon, il n'a que 2 yeux, une fois qu'il voit une opportunité, il va vouloir vite l'enclencher avant que celle-ci lui passe sous le nez, avant que l'action change de physionomie. Donc il faut qu'il joue vite. Il ne peut pas se dire, ah là-bas j'ai vu une bonne solution, mais attends, il est où Yamal? T'es là Yamal, t'es en bas, t'es en haut, là, ah il est là, et allez, ah mais tout s'est fermé, mince, j'aurais dû jouer là-bas. Ça peut pas se passer comme ça. Donc moi j'en ai marre qu'il râle à chaque fois. C'est une équipe, faut jouer avec tout le monde, surtout lorsque on voit, pour moi, qu'il souffre encore de sa blessure. Je n'ai pas retrouvé Yamal, ça fait quelques semaines en arrière, pour ne pas dire quelques mois, je n'ai pas retrouvé le Yamal de la saison dernière, tout simplement. Vraiment. Ou allez, début de saison et encore. La saison dernière, je n'ai pas retrouvé ce Yamal-là. Expliquez-le-moi avec vos propres arguments. Est-ce la pubalgie là qui lui fait encore du mal ? Ou la rupture avec Niki, je ne sais quoi, Niki Santoro, je sais pas comment elle s'appelle, c'est absolument pas ça, mais voilà, vous m'avez compris. En fait, c'est quoi le souci? Le joueur, il a un talent monstrueux. Maintenant, son entourage, on l'a dit depuis le début, il fait peur.
Non, il a un entourage, il est flippant, son entourage. Au bout d'un moment, un talent comme ça, tu l'entoures avec des personnes qui ont la tête sur les épaules. Après, c'est logique, on a tous la tête sur les épaules. Vous voulez qu'ils aient la tête où? La tête sous les pieds? Non, en vrai, s'ils ont la tête sur les épaules, son entourage, ah, ils peuvent l'encadrer bien comme il faut, mais ça peut être un monstre de compétition. Mais si maintenant tu as son père pendant le Classico qui fait un live TikTok, il ne regarde même pas le match de son fils, et lorsqu'on lui parle du match du Classico, il dit ah, moi je suis en train de cuisiner pendant que mon fils cuisine le Real Madrid. Il a dit ça en live TikTok. Mais moi je regardais pas, commencez pas à croire que je regarde les lives du travail. Ah, moi je regardais pas ça quand même. Suivre le joueur c'est amplement suffisant, surtout quand on voit l'entourage. Mais voilà, moi il m'a été rapporté ça. Et quand j'ai entendu et vu ça, les extraits de rediffusion, je me suis dit, non, mais on s'en fout. Ok, c'est du charriage. Qui se charrie bien, s'aime bien, tout ça, on connaît. Mais des fois, faut lever le pied, faut se concentrer, faut parler avec une maturité, savoir que le choix des mots est crucial dans certaines circonstances. Tu vois que ton fils n'est pas ton fils de la saison dernière. Essaye de ne pas lui rajouter une pression en plus. Voilà, dis-lui, concentre-toi un peu plus. Si tu es malade, il faut te soigner. Si tu as besoin de parler, il y a ton entourage qui l'a. Mais lui, non. Lui, il ne cherche pas à savoir l'aspect psychologique et il nous dit, mon fils cuisine le Real, moi je cuisine sur TikTok. C'est bon, allez. Bref, voilà, son entourage il fait peur, c'est pas une nouvelle, on verra où ce petit finira. J'ai encore une totale confiance en lui, évidemment, je ne l'enterre absolument pas. Le talent il a, il ne fait pas non plus le match le plus dégueulasse, mais pas à la hauteur, pas à la hauteur du tout. On attend beaucoup plus de Lamine Yamal. Chesney a sorti quelques arrêts. Celui qui n'a pas envie de jouer à Barcelone, le retraité, il a fait quelques arrêts intéressants. Maintenant, on se prend un but. Plus de clean sheet pour Barcelone depuis 9 ou 10 matchs. Ah, c'est un chiffre qui fait mal à la tête quand même. Vivement le retour de Garcia pour améliorer un peu ça. Parce que défensivement parlant, on est à la ramasse. C'est pas nouveau. Moi, j'ai toujours dit que le Barça, défensivement parlant, on n'a jamais été hyper fort en défense. Ça n'a jamais été le point fort de Barcelone. Dire que Barcelone a déjà eu, au cours de son histoire limite, une défense embêtante, c'est ne pas connaître Barcelone. Parce que même dans nos années glorieuses, je le répète, ce n'était pas la défense le point fort de Barcelone et ça ne l'a jamais été, limite, depuis la création du club. On a toujours eu de super milieux de terrain, de super attaquants, de super défenseurs, mais ça n'a pas été le compartiment du jeu qui était la clé de la réussite du Barça. C'était plutôt offensivement et les milieux qui étaient juste incroyables, qui ont su tellement avoir une maîtrise du jeu que la défense était soulagée. Le ballon était tout le temps dans les pieds de leurs coéquipiers. Ils avaient moins de boulot, donc moins exposés, donc les erreurs sont moins mises en avant. Bref, voilà tout pour ce match. J'en ai profité pour vider mon sac un peu sur Olmo, sur Yamal, dont j'attends beaucoup plus. Rattraper un peu les pots cassés de Rashford, parce que j'en ai vu certains lui tomber dessus. Je trouve que c'est dur, c'est très dur. Maintenant, la victoire est là. On recolle. Recoller, c'est un grand mot, mais on se rapproche de Madrid à 5 points, il me semble. Ça fait quand même beaucoup, mais il restera encore un Classico, il reste des matchs. La saison, elle est longue, même si de leur côté, j'arrive même pas à regarder leur match. Franchement, j'arrive même pas à regarder leur match. Je vous promets qu'entre les décisions d'arbitrage, les faits de jeu, etc., avant, se poser devant un match du Real Madrid, pourquoi pas? C'est les concurrents, tu peux voir des fois de belles actions, il y a mine de rien de grands joueurs, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est une grande équipe. Ça passait de se poser devant un match du Real, mais ces derniers temps, j'ai du mal. J'ai de plus en plus du mal à regarder un match du Real Madrid en m'y intéressant un minimum et tout. Je suis plutôt en mode... Ouais, non. Pour voir quoi? Pour voir l'arbitre siffler du n'importe quoi, pour voir des joueurs faire des actions farfelues, une physionomie du match qui prend vite une tournure inattendue suite au fait de jeu, etc. Il n'y a aucun intérêt en réalité. Bref, les Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.